à tous et à toutes. Merci d'être là pour cette visioconférence avec le titre Quel message pour l'Europe d'aujourd'hui? Nous sommes en train d'attendre Monsieur Lamassoure qui nous rejoint. Il a quelques problèmes de Wi-Fi, mais il est en train de les résoudre. Donc, je vais déjà faire la petite introduction. Euh, Bon, tout premièrement, bienvenue. Merci d'être là, merci de nous écouter. Il fait très beau et chaud dehors, donc on est vraiment ravis de vous avoir ici pour notre visioconférence qu'on organise avec l'Institut Open Diplomacy. À l'occasion de la parution de la 5e édition de l'Atlas permanent de l'Union européenne, qui est paru aux éditions Maribé. Vous le verrez derrière moi et je vous montre également la couverture. Donc, nous avons décidé de faire une nouvelle édition de l'Atlas parce que l'Europe d'aujourd'hui n'est plus l'Europe de hier. L'Europe d'aujourd'hui a changé. Surtout depuis les 3 dernières années, on a eu un renouvellement très grand des institutions européennes avec les élections européennes en 2019. On a malheureusement perdu un État membre avec le Brexit. Donc ça a changé même la géographie de l'Union européenne. Et on a eu beaucoup de changements politiques dans les États membres, des petits changements démographiques, des évolutions et des changements économiques qui sont devenus de plus en plus visibles aussi avec la crise sanitaire et économique que nous vivons actuellement. Donc, vous verrez sur la couverture, l'Atlas est permanent. Ça veut dire qu'il est actualisé en permanence sur son site, qui est dédié vraiment à cet ouvrage particulièrement. Et c'est un travail que nous faisons ici à la Fondation parce qu'on est convaincus que c'est important que nos lecteurs aient les dernières informations sur l'Europe, les informations les plus sûres. Et donc, cette parution de l'Atlas nous a aussi incité à organiser un webinaire, une visioconférence sur quel message pour l'Europe d'aujourd'hui. On a la chance d'avoir des intervenants ici qui ont une expérience européenne très, très vaste et qui pourront un peu répondre à cette question très compliquée. Nous sommes toujours à l'attente de Monsieur Lamassoure, mais je présente déjà les 2 autres intervenants. Donc, on a ici avec nous Thomas Friand, qui est le fondateur et directeur général de l'Institut Open Diplomacy. Bonjour et merci beaucoup, premièrement, d'avoir accepté de faire ce débat avec nous, mais aussi d'avoir accepté de faire ce débat en partenariat entre l'Institut Open Diplomacy et la Fondation. C'est vraiment un plaisir de travailler avec vous et nous sommes ravis de vous accueillir ici aujourd'hui. Merci, Et Stéphanie. nous avons aussi Pascal Orsier avec nous, qui est professeur agrégé, docteur en géographie et cartographe. Bonjour et merci d'être avec nous. Nous sommes très ravis parce que vous avez travaillé sur des cartes dans notre atlas. Et donc, vous avez vraiment un regard très pratique sur l'Union européenne. Et donc, merci beaucoup. Et ça, c'est aussi une occasion pour moi de remercier au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères qui nous a aussi fourni des cartes très, très précieuses pour cette édition de l'Atlas, comme la dernière édition. Donc, comme Monsieur Lamassoure n'est pas encore là, on va commencer avec Monsieur Friand, si cela vous convient. Vous, avec Open Diplomacy, vous travaillez sur l'Europe, avec les citoyens européens aussi. Et donc, je vous pose directement la question, quel message pour l'Europe d'aujourd'hui? Si vous avez un regard international sur l'Europe, ce serait très bien si vous pouvez nous expliquer un peu votre perspective sur cette question.
Merci beaucoup Stéphanie, merci à la Fondation Robert Schuman de publier cet atlas régulier et de nous avoir associés gentiment à la publication de cet atlas. On est très heureux de pouvoir faire connaître ça aussi à notre propre public. J'ai accepté cette invitation parce que je pense que la question que vous avez formulée est absolument essentielle. Les cartes disent beaucoup de choses et ça n'est pas de l'astrologie, c'est vraiment de l'information d'utilité publique. Et pour répondre à la question que vous avez posée, Stéphanie, le travail que vous avez fourni me permet de tirer deux messages principaux pour l'Europe et pour les Européens, puisque je crois que l'Europe n'est pas une entité abstraite, elle est faite d'êtres vivants, d'êtres politiques au sens étatique et d'êtres humains vivants, et que c'est la prise de conscience de ces êtres de l'état du monde par le regard des cartes qui va totalement changer, qui peut changer la donne. Donc, premier message, une prise de conscience de l'état du monde tel qu'il est, et pas tel qu'on s'imagine, tel qu'on pourrait se le représenter, tel qu'on souhaiterait qu'il soit. Et je pense que le travail d'un atlas a vocation à nous ramener les pieds sur terre tout en ayant une vue un peu de surplomb qui permette de voir l'état du monde tel qu'il est. En tout cas, si l'atlas est bien fait, et c'est le cas de cet atlas-là. Et deuxième message, c'est que cette prise de conscience de l'état du monde peut amener à une prise de conscience des pouvoirs européens et des pouvoirs que l'Union européenne doit exercer dans le monde. Il ne s'agit pas d'un réveil façon Bouddha, tout au contraire. Il s'agit de réinvestir la géopolitique telle qu'elle se fait autour de nous en admettant que l'Europe, et là je précise un tout petit peu mon propos parce que vous avez mentionné le Brexit qui change beaucoup la donne, l'Union européenne à 27, et s'il faut que ça se fasse à un cercle plus restreint, ce sera un cercle plus restreint, l'Union européenne, ou son fer de lance, doit incarner une puissance de bienveillance. Et je choisis mes mots. Une puissance, ça veut dire qu'elle a vocation à déterminer le cours du monde et à ne pas se résigner à subir le cours du monde, d'une part, et d'autre part, bienveillante, puisque l'Union européenne a été fondée sur des valeurs très claires, des valeurs humanistes, des valeurs de respect de la démocratie libérale, des valeurs de conscience du long terme, de développement durable, et elle peut être un pôle de régulation à l'échelle planétaire dont le monde a besoin parce qu'il en a besoin pour vivre, tout simplement. Et donc, qu'est-ce que l'Europe doit recevoir comme message, qu'est-ce que les Européens peuvent entendre ou lire, en tout cas dans l'atlas, dans les cartes que je vous leur avais proposées, c'est cette prise de conscience de l'état de la planète et de l'état des forces européennes et une prise de conscience sur les pouvoirs dont disposent les Européens. Alors, une fois que ces deux messages sont posés, je vous partage quelques convictions sur lesquelles l'Institut Open Diplomacy travaille en tant que think tank qui analyse effectivement les politiques publiques internationales. Il y a plusieurs éléments qui sont tous à entendre et à comprendre selon l'idée que la crise du coronavirus dans laquelle nous sommes empêtrés n'est pas un facteur nouveau des grandes tendances que je vais évoquer, mais un accélérateur qui vient nous projeter dans un monde que nous savions advenir à court terme, mais dans lequel nous nous trouvons bien avant de nous être rendus prêts à le vivre. Je vais commencer je vais faire ça en quatre éléments principaux. Le premier, un élément un peu d'optimisme, c'est que cette prise de conscience, cette accélération des tendances qu'a généré la crise du coronavirus, a priori, à l'instant où on se parle, les instances communautaires et les États membres ne sont pas déconnectés de cette tendance géopolitique, puisque ça fait maintenant depuis 2019 qu'on a une commission, il y a eu des élections européennes qui ont donné lieu à la composition d'une nouvelle commission et que cette commission souhaite s'affirmer comme une commission géopolitique. Ce qui est assez spécial puisque, comme chacun le sait, le mandat de la commission, enfin ce que les traités fondamentaux, le TFUE et le TUE donnent comme mandat à la commission, ça n'est certainement pas de mener à bien la politique étrangère de l'Union européenne, c'est une compétence du Conseil, c'est une compétence du haut représentant pour la politique extérieure de sécurité commune, en l'occurrence Josep Borrell.
mais ça s'intègre sur les compétences communautaires dont dispose la Commission, qui sont d'abord et avant tout des compétences législatives, mais également des compétences de relations internationales, puisque la Commission, par exemple, représente la totalité des États membres de l'Union européenne dans les négociations à l'Organisation mondiale du commerce ou encore à la COP26. Ce qui signifie que avoir une commission géopolitique, ça veut dire reconnaître, et c'est une bonne prémisse pour traiter les enjeux dont on se parle, une commission qui reconnaît qu'elle n'a pas que le monopole de l'initiative législative dans le processus de co-législation de l'Union européenne, mais qu'elle a aussi un rôle mondial à jouer, qui est reconnu bien tardivement après le rôle mondial dont s'est doté le Parlement européen, puisqu'on sait que le Parlement européen est une instance de diplomatie parlementaire extrêmement puissante qui intervient dans des processus de médiation très importants, notamment dans le voisinage de l'Union européenne, et que ne serait-ce que le prix Sakharov décerné par le Parlement européen est depuis très longtemps une modalité d'intervention géopolitique déjà depuis longtemps adoptée comme un signal envoyé au monde sur ce que l'Union européenne attend des relations internationales. Donc, avoir la Commission qui se reconnaît qui se projette comme un acteur géopolitique, c'est déjà en soi quelque chose de nouveau et de positif. Ça avait commencé avant la crise du coronavirus, puisque Ursula von der Leyen a prononcé ces mots bien avant le début de la crise. Toutefois, ça s'est largement confirmé et amplifié depuis ce moment-là. Donc ça, c'est pour les éléments positifs. Pour les éléments plus complexes, il y en a trois. Il faut prendre en compte trois tendances qui font partie de cette prise de conscience sur l'état du monde et sur les pouvoirs de l'Union européenne. Et les deux premiers sont liés à ce qu'on appelle la dyade du G2. Le G2, c'est donc les États-Unis et la Chine. Dyade dont on dit souvent qu'elles sont dans une rivalité systémique dont la puissance émergente hystérise la puissance déclinante. Donc Pékin adopte une attitude de plus en plus affirmée et hostile qui énerve et déstabilise Washington. C'est tout à fait vrai et on a tendance, en tant qu'Européens, à ne pas en prendre toute la mesure. Donc, je voudrais un peu expliciter ce que ça signifie et comment est-ce que nous, Européens, on doit s'intégrer à ce champ de force contraire au milieu desquels se situer. Dans un monde ancien, on parlait de la triade, Japon, Union européenne, États-Unis. Maintenant, on parle du G20, on parle du G2. Et au sein du G2, on a la Chine qui n'a pas qu'à son actif d'être la première puissance économique mondiale, mais est en train de commettre un génocide terrible au Xinjiang avec les Ouïghours, est en train de bousculer tout le système des Nations Unies pour empêcher Taïwan d'être un État souverain et pour pouvoir annexer Taïwan le plus rapidement possible, a déjà amorcé depuis très longtemps l'annexion d'abord militaire, puis démographique du Tibet, et vient de jeter son dévolu définitif sur le système politique de Hong Kong, au risque d'ailleurs de déstabiliser une grande partie des flux financiers internationaux. Sans parler de l'obstruction qu'elle fait au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, sans parler de la campagne de dénaturation de la mission de l'Organisation mondiale de la santé qu'elle est en train de commettre. Bref, on a une puissance depuis une puissance chinoise, ou plutôt le Parti communiste chinois, a une doctrine internationale de plus en plus affirmée et de plus en plus ambitieuse, avec des moyens d'influence de plus en plus importants. Donc ça, c'est pour le volet chinois. Pour le volet américain, et ce que ça induit pour l'Union européenne, c'est qu'en fait, si on passe un accord gigantesque d'investissement avec Pékin, potentiellement, on se rend complice d'une grande partie de ces crimes contre l'humanité, quand on parle du Xinjiang, ou encore de ces processus d'annexion avec Hong Kong. On se rend complice de la puissance chinoise, ou plutôt, pas de la puissance chinoise, je préfère ne pas parler de la Chine en tant que telle pour ne pas essentialiser tous les Chinois, mais on se rend complice du Parti communiste chinois et de son système autoritaire. De l'autre côté, l'autre tendance au G2, c'est l'hégémon américain, la puissance américaine, certains disaient l'hyperpuissance dans un ancien monde, en tout cas au moment où la chute du mur a eu lieu, qui s'est pas nécessairement affaibli, mais en tout cas qui s'est désinvesti de la planète. Désinvesti du Conseil de sécurité des Nations Unies, désinvesti du G7, alors que les États-Unis ont présidé le G7 l'an passé et qu'on était en pleine pandémie mondiale. Il n'y a pas eu une seule réunion du G7 qui a eu lieu, ce qui est quand même terrifiant. Désinvesti de la gouvernance mondiale de l'environnement en retirant pour la deuxième fois le soutien américain après le protocole de Kyoto à l'accord de Paris sur le climat.
désinvesti de toutes les négociations internationales qui devaient régénérer le système multilatéral, à l'OMC avec le blocage de l'organisation du règlement des différends, c'est-à-dire le tribunal l'instance de règlement des différends des accords commerciaux internationaux, et de la réforme du FMI et de la Banque mondiale. En d'autres termes, de façon volontaire, les États-Unis ont accéléré ce processus de montée en puissance de la Chine, alors même que la rhétorique Trump était de dire il faut endiguer Pékin, endiguer Pékin, endiguer Pékin. Ce qui est intéressant, c'est que les élections américaines qui ont eu lieu se sont terminées et nous amènent à trancher de savoir si on risque de relaisser ce phénomène se produire ou si l'Union européenne ne se laisse pas entre les mains de Washington pour pouvoir elle-même devenir cette hégémone. Voilà, donc il y a des disruptions en profondeur qui sont extrêmement importantes, dont l'Union européenne, à travers cet atlas, peut prendre conscience et doit se saisir. Et c'est pour ça que, voici maintenant plusieurs années déjà, je signais une tribune qui disait qu'il fallait réconcilier Robert Schuman et le général de Gaulle, puisque Robert Schuman est l'artisan de la chose européenne, le général de Gaulle est celui de l'indépendance de la France, et que quand on combine l'ambition fédérale et l'ambition de l'indépendance, on peut arriver à cette commission géopolitique dont Ursula von der Leyen appelle la création. Voilà. Merci beaucoup pour cette belle image de l'Europe géopolitique. Là, il y a plein de messages positifs, mais aussi des messages un peu qui disent il faut faire attention. Donc, merci pour ça. Et maintenant, entre-temps, on a réussi à avoir Monsieur Lamassoure parmi nous. Donc, je vous remercie de vous être connecté. J'ai compris que vous aviez eu des petits problèmes de connexion, mais c'est déjà réglé. Donc, merci pour ça. Et je vous présente rapidement. Donc, Monsieur Lamassoure, il est ancien ministre et député européen et il est président de notre comité scientifique, donc de la Fondation Robert Schuman. Il a une vaste expérience européenne, plus grande que la plupart d'entre nous, je crois. Donc, on sera content d'entendre vos réponses à la question quel message pour l'Europe d'aujourd'hui? Très bien, merci Stéphanie. Pardon de ce retard dû à des problèmes techniques. J'ai bataillé toute la matinée avec Orange qui a méchamment coupé le Wi-Fi de tout mon immeuble. J'ai l'impression que les télécommunications chauffent beaucoup dans les conditions actuelles. Et je voudrais donc m'excuser auprès de vous, Stéphanie, auprès des participants, et féliciter les auteurs de cet atlas permanent de l'Union européenne qui est présenté aujourd'hui, qui va être commenté après par un de ses auteurs, le cartographe Pascal Orsier. Alors, le message, je n'ai malheureusement pas entendu l'essentiel de ce que vient de dire Thomas Friang, mais j'appuie totalement sa conclusion, ça ne me surprendra pas. Le message, c'est même pas un message d'espoir, c'est message, il faut maintenant passer à l'action. Et la jeune génération a toutes les raisons, je ne dirais pas de se réjouir de la crise, mais de comprendre que de la crise formidable que nous sommes en train de vivre, à laquelle d'ailleurs il faudra donner un nom. On avait eu la Grande Dépression au XXe siècle, on n'a pas su donner un nom à la grande crise financière mondiale qui a suivi Lehman Brothers en 2008. Alors là, maintenant, c'est la pandémie, mais c'est surtout, au-delà de la crise sanitaire, ses conséquences géopolitiques, économiques, sociales, etc. Donc, moi, je l'appelle la méga-crise. Et avec cette méga-crise, le monde ne sera plus comme avant. Et pour résumer, je dirais que par rapport au monde d'il y a 2 ans, la planète, nous présentant un atlas, compte un continent nouveau, qui est le continent européen, qui n'apparaissait plus sur les atlas géopolitiques depuis le début du XXIe siècle. Voilà. Que peut-on dire de ce paysage de milieu de crise sanitaire et de début de crise économique? 2 ou 3 choses. D'abord, une nouvelle étape de la mondialisation a été franchie. Les esprits simples
qui ont cru que sonnait la fin de la mondialisation avec la tentation de tous les pays de se refermer sur eux-mêmes, de revoir complètement les chaînes d'approvisionnement qui s'étaient développées à l'échelle mondiale. Le phénomène majeur et qui demeurera, c'est que pour la première fois, l'humanité a réalisé de manière très concrète sa communauté de destin et donc la nécessité d'une solidarité mondiale. Tous les gouvernements n'y ont pas contribué, mais tous s'y sont référés. Alors certes, il y aura des réaménagements de chaînes de valeur, mais ça n'ira pas jusqu'au changement de modèle économique. Les entreprises de taille mondiale continueront de chercher l'argent là où les taux d'intérêt sont les plus bas, de trouver les employés là où ils sont les plus habiles ou les moins exigeants. Elles continueront d'investir là où le business est le plus facile, comme de faire appel aux meilleurs cerveaux et aux meilleurs managers, quel que soit leur pays d'origine. En fait, ce qui a changé, si nous comparons cette pandémie avec la grippe dite espagnole de 1919 ou avec la grippe dite asiatique de 1958, que j'ai moi-même connue, j'en ai pas souffert, mais je l'ai connue. Ce qui a changé, ce n'est pas la létalité du virus. Les précédents étaient même encore plus redoutables. C'est l'importance soudain donnée par l'humanité tout entière à la préservation de la vie. Il faut s'y arrêter un instant car le phénomène n'a pas été suffisamment compris à mon sens. L'importance de la vie humaine est une valeur fondamentale européenne. Alors certes, c'est une valeur récente. Il y a 100 ans, les généraux de la Grande Guerre n'étaient pas économes du sang de leurs troupes. Mais cette valeur est proclamée par l'Europe, article 2 de la Charte des droits fondamentaux, toute personne a droit à la vie, et elle est appliquée par elle et beaucoup moins ailleurs. Elle n'est pas interprétée de la même manière aux États-Unis. Les États-Unis sont un pays qui, ces dernières années, n'a pas hésité à recourir périodiquement à la guerre, à une quasi-religion de la possession individuelle des armes, pour les raisons que nous connaissons, observe un usage courant des armes de poing par la police et où persiste dans beaucoup d'États la peine de mort. La Virginie, ces derniers jours, est le premier État du Sud à la supprimer, peine de mort que Trump a d'ailleurs appliquée lugubrement pendant les derniers jours de son mandat. Pour donner un autre exemple, le président philippin Duterte s'est fait connaître en donnant à ses policiers l'ordre de tirer sans sommation sur les trafiquants de drogue. Pour le président russe, un bon opposant est un opposant emprisonné ou empoisonné. Or, voilà que du jour au lendemain, même dans les pays, hélas, frappés par des fléaux plus mortels encore chez eux, la malaria, la malnutrition, etc., la volonté et la capacité de maîtriser cette pandémie est devenue universellement un critère de bon ou de mauvais gouvernement. Et donc, une autre vision de l'importance de la vie humaine, de sauver des vies, qui est profondément d'origine européenne, en tout cas dont les Européens ont été les pionniers, à proposer au monde et très récemment à appliquer chez eux, commence à convaincre le reste de l'humanité. Autre nouvelle à saluer, qui est une bonne nouvelle, la capacité de résistance des démocraties face à cette méga-crise. Alors certes, avec leur manière inimitable, la démocratie, c'est la pagaille. Comme Churchill le disait à propos des Américains, qui l'agaçaient prodigieusement pendant la guerre, les Américains finissent toujours par trouver la bonne solution, 3 points de suspension, après avoir essayé toutes les autres. Les démocraties, c'est un peu ça. Mais finalement, les régimes ou les dirigeants autoritaires se sont ridiculisés ou déconsidérés dans le traitement de la crise, à commencer par la pandémie. Trump y a perdu sa réélection. Poutine et Erdogan y ont perdu beaucoup de leur aura nationale et internationale. Et d'ailleurs, demain, les dirigeants de l'Union européenne auront avec Erdogan une rencontre qui devrait montrer que le type de relation est en train de changer. Quant au président brésilien, il a laissé son pays basculer dans l'horreur, puisque le Brésil, avec 3% de population mondiale, enregistre 30% des décès de la pandémie. Le jugement sera sévère aussi sur la Chine, sur la manière dont elle a traité
cette crise. Le régime a fait preuve de beaucoup de mensonges, de dissimulation, de trucage des chiffres, de grossière diplomatie sanitaire de propagande, pour finir par tenir la main des enquêteurs de l'ONU autorisés à enquêter sur place sur l'origine exacte de l'épidémie un an après. Si à court terme, la Chine paraît gagnante, à long terme, elle a condamné la capacité de séduction d'un modèle chinois contre le modèle occidental. Et là, nous mettons le doigt sur une différence très importante entre la guerre froide et la confrontation entre Chine et États-Unis pour l'essentiel, qui est la période dans laquelle nous sommes en train d'entrer. Comme l'évoquait le précédent orateur, nous sortons lentement d'une période de multipolarité à une période où réémerge une bipolarité autour des États-Unis et autour de la Chine. La grande différence, c'est que l'Union soviétique communiste, avec à côté d'elle le régime chinois communiste, attirait beaucoup de monde, attirait, hélas de manière incompréhensible, 80% des intellectuels français, beaucoup également en Italie, beaucoup dans d'autres pays occidentaux, et représentait l'espoir de beaucoup de ce qu'on appelait les masses populaires, et donc pouvait bénéficier d'une sorte de cinquième colonne de complicité chez nous. Il y avait une véritable lutte idéologique. Les Chinois essaient de s'engager dans une lutte idéologique et de promouvoir des valeurs sur lesquelles ils insistent, qu'ils insistent à présenter comme valeurs non occidentales, mais en réalité, la jeunesse du monde ne rêve pas du tout d'imiter la Chine. Beaucoup de dirigeants du monde se verraient à la place des dirigeants chinois. Il n'en est pas de même des peuples, de la même manière que le printemps arabe, il y a une dizaine d'années, a montré que les régimes islamistes ne font pas rêver la jeunesse arabe. Il y a 10 ans, personne parmi eux ne s'était réclamé de l'Arabie saoudite, de la Turquie, encore moins de l'Iran chiite, même s'il y a eu depuis des évolutions politiques dans ces pays. Alors, dans tout ça, comment l'Europe, au sens de l'Union européenne, a réagi ? Personnellement, je trouve que l'Union européenne a passé très honorablement ce terrible stress test. Jusqu'à aujourd'hui, parce que naturellement, il faut toujours être extraordinairement prudent à chaud. Et là, nous sommes dans une épreuve très dure et très longue. C'est un petit peu comme si, en 1941, on s'était risqué à faire des pronostics sur ce que serait la suite de la guerre. Mais au jour d'aujourd'hui, on constate d'abord que dans le domaine de la santé, pour lequel il n'y avait aucune compétence communautaire, sauf une petite compétence dite d'appui et quelques agences sans moyens, l'Union européenne a trouvé assez vite sa possible valeur ajoutée. Elle a réussi à maintenir les échanges commerciaux indispensables au sein du grand espace unique, puis elle a contribué à accélérer la politique de recherche et sur les médicaments et les vaccins, et elle a réussi à faire admettre le principe d'une politique commune d'approvisionnement, d'abord en matériel de protection, puis en vaccins. Alors, cette politique a été moins rapide, moins réactive, à l'heure qu'il est moins efficace que celle d'autres pays, notamment nos amis du Brexit, si je puis dire. Mais imaginons ce que ça aurait été si on s'était contenté d'appliquer les traités à la lettre. J'ajoute que c'est à la fin de la pandémie qu'il faudra faire le bilan de la valeur ajoutée des uns et des autres, des erreurs des uns et des autres. Mais s'agissant encore une fois du domaine dans lequel, au départ, compétence européenne zéro, aujourd'hui, on constate que cette politique radicalement nouvelle, sans base juridique, a pu se mettre en place sous la pression d'urgence, qui a amené finalement tous les dirigeants européens, tous les dirigeants nationaux réunis au Conseil européen et dans l'Union européenne, au bon sens, avec le soutien du Parlement européen, bien entendu. Au-delà de la politique sanitaire, le pas en avant énorme, historique, qu'a franchi l'année dernière l'Union européenne, c'est le soutien de l'économie et la mise en place
de finances communes dans des conditions qui s'apparentent à une véritable révolution tranquille. Et de ce point de vue, pour la mise en place d'un véritable budget européen, de véritables finances européennes qui sont plus en ligne, plus à la hauteur avec les compétences de l'Union, alors que jusque-là, il y avait un écart gigantesque entre les compétences juridiques, normatives considérables de l'Union et le budget ridiculement faible, limité depuis 20 ans à 1% de la richesse de l'Union. Désormais, un pas gigantesque a été franchi et donc 2020 restera dans l'histoire de la construction européenne comme une étape, à mes yeux, aussi importante que l'a été le traité de Maastricht, mettant en place l'objectif et les moyens de l'union monétaire. En 2020, à l'occasion de ce paquet qui portait à la fois sur le plan de relance proprement dit et sur le cadre financier pour les 7 ans à venir, 3 verrous majeurs ont sauté, 3 verrous contre lesquels nous nous sommes battus au Parlement européen. Personnellement, j'ai passé 15 ans de ma vie de parlementaire, pratiquement sans aucun résultat. Et du jour au lendemain, alors à titre personnel, je suis un peu frustré, en tant qu'Européen, je me réjouis immensément, les 3 verrous ont sauté en même temps. Le verrou du plafond du budget, avec le plan de 750 milliards, on triple d'un seul coup. Alors, il faudra, si c'est un coup unique, voir si c'est un coup unique ou si naturellement ça peut être prolongé, le plafond annuel du budget. Deuxième verrou, l'obligation d'équilibre absolu du budget européen, interdiction d'emprunter même pour 24 heures. La Commission européenne n'a pas le droit, dans ses comptes bancaires, d'avoir un seul soir, un seul euro de déficit de trésorerie. Désormais, l'Union va emprunter 750 milliards, voire plus, d'euros qui seront des emprunts communautaires, des eurobonds sans le nom. Le nom et la chose paraissaient totalement inacceptables par certains de nos plus grands partenaires il y a encore un peu plus d'1 an. Et puis, troisième verrou, la nécessité de trouver des ressources propres. Nous sommes dans des politiques publiques. Ressources propres est un mot pudique pour dire des impôts, des contributions obligatoires payées par les contribuables ou des contribuables pour financer les politiques européennes communes. Dans un premier temps, ça sera pour garantir, assurer le service et rembourser l'emprunt de 750 milliards. Et dans un second temps, le débat s'engagera pour savoir si on peut envisager d'autres usages pour ce type d'emprunt. Et donc, c'est un moment que les historiens, les juristes, les fédéralistes sont allés jusqu'à qualifier de hamiltonien. Pour ceux qui s'en souviennent, Alexander Hamilton était le premier secrétaire au Trésor des jeunes États-Unis d'Amérique et en 1790, c'est lui qui avait obtenu du Congrès la mise en commun de toutes les dettes des 13 États fondateurs des États-Unis d'Amérique. Chacun était incapable tout seul de rembourser ses dettes. Et pour garantir cette dette commune, l'institution d'une ressource fiscale qui était à l'époque les droits de douane, à l'époque beaucoup plus élevés qu'ils le sont aujourd'hui dans le commerce mondial. Et ainsi, à partir de 1990, les États-Unis ont eu à la fois un vrai budget fédéral et une vraie recette fédérale. C'est un pas comparable, mutatis mutandis, plus de 200 ans après, que l'Europe aura franchi. Alors, bien sûr, tout ceci reste maintenant à mettre en œuvre, à être consolidé, à s'appliquer et ensuite à être confirmé, et notamment à confirmer que ce qui a été décidé, qui est proprement inouï par rapport à la situation précédente, sous la pression et l'urgence extrême de la crise, est ensuite renouvelé dans une perspective de mise à niveau des ressources de l'Union européenne, à niveau des besoins qui découlent des décisions, des compétences de l'Union et des décisions prises dans des domaines majeurs pour l'avenir de l'Union, non seulement en matière
environnementale, en matière de transition numérique, en matière de recherche et de développement, en matière de maîtrise des flux migratoires, de politique étrangère et de défense commune, d'Erasmus et d'amélioration de nos systèmes éducatifs, tenant compte notamment des nombreux enseignements qu'on tirera de la crise. Ça exigera de l'argent et il faudra évidemment se battre au niveau européen, entre Européens et entre institutions pour veiller à ce que ce mouvement vers plus de moyens pour des politiques européennes soit confirmé dans la durée. Troisième élément positif, la dure épreuve du Brexit a été gérée avec un sang-froid et une unité unanimement saluée. Alors certes, nous sommes désormais condamnés à une négociation permanente avec les Britanniques qui font assaut de mauvaise foi et il y a encore beaucoup de sujets qui n'ont pas traité avec eux. Mais enfin, contrairement à tout ce que nous prévoyions tous, lorsqu'il y a maintenant presque 3 ans, la négociation avait commencé, non seulement les Britanniques n'ont pas été en mesure de diviser les 27, mais à l'issue de cette négociation pénible dont nous aurions tous aimé nous dispenser, c'est le Royaume-Uni dont l'unité est en danger et qui en ressort infiniment plus fragile, et les 27 qui en sont ressortis plus soudés. Enfin, last but not least, dernier élément favorable au jugement que l'on peut porter sur la manière dont l'Union européenne a affronté jusqu'à présent cette méga-crise, ces énormes dossiers n'ont pas empêché l'Union de faire bonne figure sur la scène internationale. Alors l'Union a négocié et conclu un accord contesté sur les investissements avec la Chine. Alors nous verrons quels sont les enseignements politiques qui en sont tirés, notamment si le Parlement européen ira jusqu'à la ratification ou pas. Mais enfin, la situation n'a pas découragé les dirigeants européens et les a même poussés à achever la négociation sans tenir compte du résultat des élections américaines, ce que personnellement je juge positif. Elle a renforcé son arsenal de représailles en matière commerciale. Elle a mis fin à un contentieux pénible et très paralysant entre la Grèce et la Macédoine du Nord, sur le nom de la Macédoine du Nord. Ne sourions pas de ce genre de problème. La qualité de l'unité au sein de l'Union dépend de la manière dont nous y trouvons une solution. J'ai évoqué le retour de la Turquie à des positions plus raisonnables. Le Parlement européen a encouragé le Conseil et la Commission à négocier les accords de connectivité avec l'Asie. Mais finalement, pendant le traitement de l'hypercrise, les autres chantiers ont continué. Les uniformes des agents de l'agence Frontex, garde-côtes et garde-frontières européens, sont plus qu'un symbole. Ils sont la matérialisation concrète du fait que désormais l'Union européenne a aussi des fonctionnaires d'exécution et pas seulement une élite de fonctionnaires de conception et de coordination basés à Bruxelles. Autrement dit, dans l'ensemble et dans le maelstrom général, les institutions européennes sont apparues plus stables que beaucoup de gouvernements nationaux. Et je dirais, l'Union a même bénéficié de ce que j'appellerais un effet zoom. Alors, je ne sais pas si c'est zoom que nous utilisons dans l'échange de cet après-midi, mais disons, j'utilise le mot générique. Qu'est-ce que j'entends par effet zoom ? Les plateformes d'échange online existaient déjà depuis 20 ans, mais elles étaient formidablement sous-utilisées. Et il a fallu la crise pour qu'on découvre qu'au fond, il y a des usages innombrables de cette plateforme, ces plateformes qui naturellement ne remplaceront jamais les contacts directs. Et évidemment, comme vous toutes et vous tous, j'aurais préféré qu'on se rencontre physiquement, en quelque sorte, en réel, aujourd'hui, mais qui non seulement peuvent se substituer à ce genre de rencontres lorsqu'elles sont impossibles, mais peuvent aussi apporter une valeur ajoutée considérable de mille manières. Mais au fond, l'Union européenne, c'est la même chose. Moi, ce qui m'exaspérait,
notamment depuis l'application du traité de Lisbonne, qui est une formidable boîte à outils et qui est entrée en vigueur il y a déjà maintenant 12 ans, l'Union européenne était extraordinairement sous-utilisée. On découvre qu'elle peut et elle doit être maintenant à première ligne sur beaucoup de sujets. Et ce qui est très intéressant, c'est que l'opinion publique émet actuellement, surtout plus que la grande opinion, les médias, les intermédiaires, les commentateurs, naturellement, comme d'habitude, les personnes politiques au niveau national. Beaucoup de critiques contre l'Union européenne, mais les critiques ont changé, le ton a changé, l'attente a changé. On regrette que l'Europe n'ait pas agi plus vite, n'ait pas eu tout de suite plus de moyens. On découvre que son processus de décision est tel que, ah ben oui, fatalement, pour lancer un emprunt européen, des eurobonds, ben il faut la ratification dans 27 pays, et qu'à l'heure qu'il est, il y a encore 10 pays qui n'ont toujours pas ratifié. Ben oui, ce n'est pas la faute de Bruxelles, ce n'est pas la faute de la Commission, ce n'est pas la faute du Parlement européen, c'est les lenteurs des parlements nationaux et le fait que, dans les traités tels qu'ils sont rédigés aujourd'hui, on ne peut absolument pas faire autrement. Et donc, désormais, les citoyens vont regarder l'Europe d'une autre manière. Ah ben oui, face à ces grands défis mondiaux, si l'Europe n'est pas au premier rang, à ce moment-là, ben nous sommes totalement impuissants. Et quand je disais un continent commence à émerger ou à réémerger dans la configuration géopolitique du XXIe siècle, si ça se produit, c'est à la faveur de ce phénomène. Et je conclurai en disant, la construction européenne, c'est ce qui nous rend plus forts que la Chine dès aujourd'hui. Ah, pas économiquement, d'accord. Démographiquement, non plus. Mais nous sommes fascinés par le fait que la Chine, grâce à son système politique qui est tout sauf démocratique, mais qui a certains avantages, est capable de mener des stratégies à long terme. Mais qui d'autre a un projet de long terme, de très long terme, je dirais même de plus long terme peut-être que les Chinois, sinon l'Union européenne? La construction d'une Europe politique, l'invention d'un modèle politique radicalement nouveau. Alors, il prend place dans son paysage, donc il nous paraît moins étonnamment nouveau qu'au départ, mais qui prétend rassembler plusieurs pays dont chacun conserve son indépendance, son identité, sa langue. Certains vont jusqu'à dire la souveraineté, ça m'est égal, je laisse la souveraineté aux souverainistes, mais inventent entre eux un mode de relation qui leur permet de jouir, de profiter de l'unité au sein d'une même famille pour toutes leurs relations entre eux, économiques, sociales, humaines, etc., et bénéficier de cette unité, de l'addition de leurs potentiels nationaux pour parler à un pied d'égalité avec les plus grandes puissances du moment, tout en préservant donc ces identités différentes. Et le grand mérite de cet atlas, c'est de bien dessiner, plus que symboliser, dessiner, illustrer, éclairer l'unité dans la diversité. Il y a un quart des pages consacrées à l'Union européenne, avec des chiffres, des graphiques qu'on ne voit nulle part ailleurs, et puis trois quarts consacrés à chacun des membres de la famille. Et là, avec des cartes magnifiques que nous a procuré notre cartographe. Et donc, nous avons un projet de très long terme qui est d'inventer ce modèle politique nouveau qui va jouer un rôle essentiel dans la deuxième moitié du XXIe siècle, qui a le mérite de rassembler des pays différents. Il n'y a qu'une seule Chine. Alors, je n'entre pas dans le débat sur plusieurs systèmes, une seule Chine. Un modèle qui féconde la paix et qui fait rêver la jeunesse du monde. Et le message de l'Union européenne au monde, c'est au fond, oserais-je dire, la bonne nouvelle, au sens biblique ou évangélique du terme, la bonne nouvelle de la paix, avoir pu réconcilier
entre nous des pays qui étaient des ennemis héréditaires depuis des siècles. La bonne nouvelle de rendre la paix contagieuse. Nous avons inventé le vaccin contre la guerre, c'est un vaccin européen. Et de tous les maux qui semblaient inhérents à la condition humaine, infligés par les dieux, l'effroyable trilogie de la famine, des pestes et de la guerre. La famine, l'Europe a été la première à en sortir. Les guerres, nous sommes le seul continent à être sorti de la malédiction historique de la guerre. Et naturellement, il faudra avoir la sagesse de rester en dehors et de faire les piqûres de rappel nécessaires si le vaccin faiblissait dans le temps. Et puis, bon, la peste, ça n'est pas en Europe qu'ont été conçus les premiers vaccins contre la pandémie actuelle, mais enfin, de Jenner à Calmette et Guérin, en passant par Pasteur, c'est également en Europe que sont nés les premiers grands progrès médicaux. Voilà. Et donc, l'Europe existe, elle est encore en cours de formation, mais elle a montré, avec toutes les imperfections actuelles, qu'elle était au niveau des défis du moment et indispensable pour les défis du moment. Nous avons les moyens d'agir, nous avons la pression des événements, c'est le moment d'apprendre à se servir de l'Europe pour achever cette construction et être enfin au niveau des formidables défis, des formidables dangers, des formidables opportunités que nous offre le XXIe siècle. Merci. Merci pour ce constat, je trouve plutôt optimiste. Donc, ça me fait plaisir d'entendre ça de vous, parce que vous savez vraiment de quoi vous parlez. Maintenant, on va entendre Monsieur Pascal Orsier. Comme je vous avais dit, il a travaillé sur les cartes de l'Atlas. Et donc, je crois qu'il va probablement parler d'une manière un peu plus concrète parce qu'il a vraiment dû s'adapter à tous ces changements qu'on a connus dans l'Union européenne, surtout avec le Brexit. Géographiquement, l'Union européenne a changé. Donc, je vous laisse la parole, Monsieur Orsier, et je vous pose la même question. Quel message pour l'Europe d'aujourd'hui? Oui, merci Stéphanie. Bonjour Monsieur le Ministre. Merci à vous tous qui nous regardez. Merci à la Fondation Schuman pour avoir organisé cette intervention. Alors oui, je vais intervenir évidemment en tant que cartographe. Je pourrais le faire aussi en tant qu'enseignant qui justement a pour mission d'enseigner l'Europe, la citoyenneté européenne, essayer d'expliquer les mécanismes aussi bien géopolitiques que politiques tout simplement, comprendre le fonctionnement de la démocratie européenne, même s'il est critiqué, aussi bien en interne qu'en externe, pour ses réalisations, son efficacité ou son inefficacité présumée. Et pour revenir tout d'abord sur l'Atlas, bien sûr, donc c'est ce que je trouve intéressant avec l'Union européenne, et c'est aussi un message qu'elle nous envoie je dirais chaque année, c'est que c'est une entité qui est en transformation permanente, c'est-à-dire qui est contrainte par sa nature, par sa structure supranationale, eh bien, de s'adapter continuellement aux réalités d'un monde qui change, un monde qui n'est plus celui, je dirais, simple, entre guillemets, de la guerre froide, qui n'est pas encore véritablement ce monde multipolaire dont on nous dit l'avènement depuis une vingtaine d'années. Non, la Chine ne s'est pas substituée à l'ensemble des institutions héritées de la Seconde Guerre mondiale. L'Inde n'est toujours pas aussi présente qu'elle pourrait l'être. Le Brésil également a connu son moment à la fin des années 2000, au moment du mandat du président Lula, où il est sorti véritablement de ces problématiques de sous-développement et où justement sa stratégie a pu laisser penser qu'elle allait assurer justement un relais, notamment en Amérique latine, en Afrique également, aux puissances installées. Je dirais que l'Union européenne, durant cette pandémie qui a tendance un petit peu à masquer l'ensemble des autres processus qui sont en cours, cette Union européenne, elle continue à fonctionner. Alors, tout d'abord, je dirais que la pandémie n'a pas tout arrêté d'un coup,
certes, des frontières se sont trouvées fermées temporairement, ou en tout cas soumises à un retour justement de ces contrôles, de ces tests, en tout cas de ces fonctions traditionnelles des frontières que l'on croyait avoir disparu avec la mise en place de l'espace Schengen. Donc justement, la Convention de Schengen prévoyait la possibilité pour les États de recourir à des fermetures de frontières, notamment sur des motifs soit de sécurité publique, mais ici de santé publique. Et donc, elle a utilisé, les États de l'espace Schengen ont utilisé pour la première fois et massivement cet instrument de la Convention de Schengen. Et je dirais que même si le Brexit a mobilisé à la fois les énergies, l'attention, il a un petit peu passé sous silence tout le reste. Le reste, qu'est-ce que c'est? Tout d'abord, ce sont la suite des candidatures. Nous avons actuellement des États qui sont toujours candidats à l'Union européenne, qui, certes, eux aussi, ont été fortement impactés par la crise sanitaire, qui a dû remettre un petit peu des priorités. Hein. Je pense au Monténégro, qui a été frappé, à la Serbie, et puis à la Macédoine du Nord, dont il a été question tout à l'heure. Et en effet, c'est un succès de la diplomatie. Alors, les États-Unis sont pour quelque chose. L'alternance politique en Macédoine et le gouvernement de gauche de Macédoine qui a succédé au gouvernement nationaliste a joué un rôle très important. La Russie qui a tenté de faire capoter justement cet accord, il y a eu des diplomates russes qui ont été expulsés de Grèce à un moment donné pour ces raisons-là. Ces Balkans alors là aussi, dont on a reconnu depuis 2 décennies la vocation à faire partie de l'Union européenne, eh bien, poursuivent bon an, mal an leur progression vers cette union qui reste un horizon stratégique, un horizon politique, une lueur d'espoir aussi pour des populations qui même feraient davantage confiance aux institutions européennes qu'aux institutions nationales, hein, qu'ils accusent parfois d'être corrompues, ou en tout cas de ne pas suivre un petit peu la volonté populaire. Alors ça, on le retrouve notamment dans les enquêtes Eurobaromètre. Alors, les Balkans occidentaux ne sont pas concernés, mais lorsqu'on regarde un petit peu les résultats de ces enquêtes pour donc des pays qui sont récemment entrés et dans lequel le souvenir est encore très, très proche des régimes autoritaires qui les dirigeaient, je pense à la Bulgarie, je pense à la Roumanie, eh bien justement, on voit souvent l'Union européenne qui reste présentée un petit peu comme un moyen de pression utile face à des hommes politiques nationaux qui sont justement taxés un petit peu d'immobilisme ou de corruption ou de défendre de leurs propres intérêts. Et en cela, l'Union européenne continue à jouer ce rôle de levier, malgré tout, par des pressions, par des rapports réguliers qui sont faits. Et le rapport de la Fondation Schuman, justement, contribue, il me semble, à cette obligation citoyenne, je dirais, d'informer au-delà des pays. Il n'existe toujours pas, malheureusement, de médias européens qui seraient susceptibles de marquer une appartenance commune. On n'a pas, je dirais, on n'a pas de Michel Drucker européen qui serait connu de tous, mais indépendamment de la sphère politique. On n'a pas non plus de support, d'outils. Alors, évidemment, certains existent, mais ils ont une influence assez limitée sur l'ensemble de ces citoyens européens. Et ça, c'est évidemment, ça reste à construire. Sans doute que la pandémie, avec les confinements, a obligé à trouver d'autres instruments de communication, y compris pour les institutions européennes. À défaut de pouvoir organiser en direct, eh bien là aussi, elles ont fait preuve d'une certaine adaptation. Et on a vu ces conférences organisées aussi pour la première fois, ces sommets européens, ou ces sommets, alors je me souviens aussi du sommet des Balkans, qui a été organisé l'année dernière pendant le premier confinement, sous la présidence bulgare, il me semble, qui était une première et qui était évidemment porteur d'espoir, puisque là aussi, d'ancrer dans la modernité le fonctionnement de ces institutions, eh bien, je trouvais que c'était quelque chose de tout à fait intéressant. Enfin, dernier point, avant donc que l'on puisse poursuivre cet échange, le Brexit, là aussi, a été mené à bien, mais là aussi, rien ne nous dit que dans 10 ans, dans 20 ans, le Royaume-Uni, ou ce qu'il en reste, ne demandera pas, ou que ce soit l'Écosse, l'Angleterre, ou eh bien on a parlé de Brexit, on pourrait parler de re-entry, c'est-à-dire que, eh bien, à nouveau, considérant que, eh bien,
ses intérêts ont changé, que l'expérience de cette sortie a peut-être fait basculer une opinion qui a été échaudée d'ailleurs par les conditions dans lesquelles le référendum s'est tenu, eh bien, pourquoi ne pas imaginer que dans une génération, eh bien, l'Angleterre fasse à nouveau le choix de l'Union européenne et contribue de ce fait, là aussi, à la consolidation du continent. En tout cas, c'est peut-être de la fiction, c'est peut-être un souhait, c'est peut-être la voie de la sagesse, après justement cette période d'errement un petit peu que l'on a connue au cours de ces dernières années. Voilà, je vais m'arrêter là, puis éventuellement reprendre par la suite en fonction évidemment des questions et de la suite un petit peu. Merci beaucoup. Maintenant, on a un peu de temps pour prendre des questions parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup. Une question qui revient assez souvent, ça répond un peu à ce que vous avez dit. Vous avez tous les trois dit qu'il y avait pas mal de pas vers plus d'intégration européenne récemment. Et donc, est-ce que ça va continuer dans cette direction d'après vous? Et est-ce que ça entraîne éventuellement aussi un changement de traité ou est-ce que cela serait nécessaire? Peut-être que Monsieur Friand, est-ce que vous pourriez répondre à cette question directement? Oui, moi je suis de ceux qui croient par envie d'agir sur l'immédiat et pas sur le futur, et par pragmatisme aussi, que il est inutile d'ouvrir un débat sur les traités, ni utile ni souhaitable d'ouvrir un débat sur les traités à l'instant où on se parle, il est possible de bâtir une Union européenne beaucoup plus géopolitique à traités constants, et que ce qui manque, ce n'est pas de la volonté politique pour bâtir de nouveaux traités, c'est d'exploiter tout le potentiel que les traités actuels offrent. Je vais prendre un exemple pour être parfaitement concret et un contre-exemple pour être parfaitement concret. Le contre-exemple, ça serait de se dire, imaginons qu'on ouvre un débat sur un débat conventionnel et constitutionnel aujourd'hui sur l'existence d'un nouveau traité. On a vu que sur un sujet très, très microscopique, par rapport à la modification des enjeux constitutionnels qui bâtissent l'avenir de l'Union européenne, le sujet des eurobonds, alors qu'on était en pleine crise financière et qu'il y avait un vrai besoin de solidarité, il n'a pas du tout réussi à passer le cap, ne serait-ce que du Conseil européen pour pouvoir émerger. Alors imaginez que si on n'est pas d'accord de se mettre en pleine crise de solidarité financière et d'instabilité de la zone euro, d'accord sur le simple fait d'émettre de la dette en commun, comment voulez-vous que le début d'un Conseil européen puisse aboutir sur la moindre intention de réformer les traités? Moi, je pense qu'on rentrerait là dans une impasse géopolitique qui serait délétère et qui serait de nature à casser toute la dynamique que l'Union européenne a commencé à installer à partir du moment hamiltonien que M. Lamassoure a décrit tout à l'heure. Le parfait exemple, si j'ose dire, c'est ce qu'on est en train de faire avec la Chine. Je reprends les éléments de l'actualité qui ont eu lieu tout à fait récemment. L'Union européenne devient de plus en plus vocale sur la dénonciation du génocide ouïghour, de l'encerclement de Taïwan, de l'annexion de Hong Kong et de la fin de l'annexion du Tibet. L'Union européenne continue de dénoncer ça et ça se traduit par des répliques politiques de la Chine contre des parlementaires, des tentatives d'intimidation, etc., etc. Dans l'Union européenne, sans absolument modifier les traités, on est capable, et ça fait de très nombreuses années qu'on en parle, d'adopter ce qu'on appelle un mécanisme Magnitsky, un mécanisme de sanctions individuelles pour aller cibler des des auteurs d'actes non conformes aux droits humains et en particulier des actes génocidaires en gelant leurs avoirs, en les empêchant de se déplacer à l'échelle de la planète et voire en cherchant à les emprisonner dès lors qu'ils mettent le pied sur un terrain étranger. La décision d'activer un mécanisme de type Magnitsky, le Parlement européen le demande depuis une dizaine d'années. Il ne relève que d'une décision à la majorité qualifiée du Conseil de l'adopter pour que ça vive. Et à la Commission européenne de la mettre en œuvre, sachant que la Commission européenne l'a démontré avec l'Iran, avec la Russie, on est tout à fait capable de mettre en place des mécanismes de sanctions politiques au niveau des États et au niveau des individus qui les font vivre pour pouvoir arrêter des pratiques
que nous ne pouvons pas tolérer chez nos partenaires et défendre nos valeurs fondamentales, y compris en protégeant la sécurité de nos ressortissants dans ces États-là. Parce qu'il y a beaucoup de ressortissants européens ou d'investisseurs européens en Chine, pour ne mentionner que cet exemple-là. Voilà, adopter un mécanisme Magnitsky extrêmement efficace. Il n'y a absolument pas besoin de réformer les traités pour le faire. Je pense qu'à un moment donné, il y aura une réforme des traités qui sera utile, mais à l'instant T, dans l'état d'instabilité dans lequel on se trouve, ce qui, moi, me paraît beaucoup plus intéressant, c'est de capitaliser sur ce momentum hamiltonien par la volonté politique, par se saisir de tout ce que les institutions communautaires nous offrent à l'instant T d'influence sur la planète pour pouvoir peser sur le cours du monde. D'accord, merci beaucoup. Monsieur Lamassoure, j'aimerais bien vous poser une question un peu plus pratique. Vous voulez peut-être aussi réagir à la question précédente, mais c'est en lien avec ce moment hamiltonien, parce que maintenant, nous avons une nouvelle décision de la Cour constitutionnelle allemande qui suspend pour l'instant le processus de ratification par l'Allemagne du plan de relance. Et j'ai beaucoup de questions là-dessus et j'ai beaucoup de spectateurs qui aimeraient bien savoir ce que cela signifie pour notre plan de relance qui est très ambitieux, mais qui est très nécessaire aussi. Ah, le micro. Vous n'avez pas, on ne vous entend pas, le micro. Pardon, Stéphanie. Oui, je réponds à cette question. Et puis, avec votre permission, j'apporterai des exemples supplémentaires à l'excellent commentaire de Thomas. Oui, oui, n'ayons pas peur de ce qui se passe à la Cour fédérale allemande. En fait, c'est une décision, pour l'instant, elle a annoncé son intention d'examiner par une procédure ultra rapide de référé un recours fait par les fondateurs du parti anti-européen AfD, notamment M. Bernd Lucke, contre le plan de relance, au motif que ce plan de relance européen solliciterait à l'excès les contribuables, en tout cas ferait peser des risques excessifs aux contribuables allemands. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui est acquis et ce qui est décisif, c'est que ce plan de relance a été ratifié par les deux chambres du Parlement allemand, le Bundestag et le Bundesrat. Il est sur le bureau pour signature, ratification du président de la République et au dernier moment, la Cour suprême dit « attendez quelques jours parce que nous sommes l'objet d'un recours ». Quelle que soit la position que prendra sur le fond la Cour suprême, une position qui va intervenir rapidement, de toute manière, ça n'empêchera pas le plan de relance d'aller jusqu'au bout parce que dans le pire des cas, me disent les juristes, la Cour suprême saisirait la Cour européenne de justice pour avis et cette décision n'aurait pas d'effet suspensif. Voilà. Simplement, si j'avais une remarque à faire, une suggestion à faire aux dirigeants français, aux autres partenaires de l'Allemagne, il y aura quand même un moment où il faudra demander aux Allemands d'avoir l'amabilité de mettre à jour, là où c'est nécessaire et quand c'est nécessaire, leur constitution, leur loi fondamentale, la Grundgesetz, pour la rendre compatible avec les traités européens. C'est ce que nous avons fait, nous, Français, chaque fois que cela a été nécessaire, notamment au moment du traité de Maastricht. Ça n'a pas été facile. Les Allemands nous disent qu'eux, ils ne touchent à leur constitution qu'avec une main tremblante et ils la changent le moins souvent possible. Nous, nous faisons des changements constitutionnels pratiquement tous les 2 ans. Mais ce n'est pas tout à fait exact chez eux. Ils la changent aussi assez souvent dans des sujets sensibles. Et donc, nous ne pouvons pas fonctionner de manière équitable et loyale si certains de nos pays se dotent de systèmes nationaux qui leur permettent soit de revenir après coup sur des accords consentis et par leur gouvernement et par leur parlement, soit bloquer des nouvelles évolutions vers l'avant. Je suis complètement d'accord avec la réponse faite par Thomas Friang. Évidemment, ne nous lançons pas maintenant dans la rédaction d'un nouveau traité. D'abord, pour une raison fondamentale, c'est que du jour où on annoncerait qu'il va y avoir un nouveau traité, on arrête tout. Et on ne pourra plus rien faire en disant « Ah oui, non, mais tant qu'on n'a pas de nouveau traité, on ne peut rien faire ». C'est ce qui s'est passé tout au long des années 2000, tant qu'on n'a pas eu le traité de Lisbonne. Entre le moment où on a
ressent-il le besoin d'un nouveau traité? Nous sommes en 2000 et le moment où le traité de Lisbonne est entré en vigueur, après moult péripéties, y compris ce très fâcheux référendum négatif en France en 2005, eh bien, on a perdu 10 ans. Voilà. Donc ne recommençons pas, d'autant que, en effet, je le redis, le traité de Lisbonne est une formidable boîte à outils sous-utilisée et que, on l'a vu, en matière de santé, l'Union européenne n'avait pas de compétences, elle ne les a toujours pas aujourd'hui sur une base de traité, on les a bricolés, on les bricolera. Je donne 2 ou 3 exemples de choses qu'on peut faire facilement. J'en donne que 2 pour ne pas être trop long. Politique étrangère. Il y a une compétence de l'Union qui est assez fortement détaillée, politique étrangère, sécurité et défense, mais qui est très handicapée par le fait que toute décision doit être prise à l'unanimité ou par consensus. Alors ça n'empêche pas un certain nombre d'initiatives tout à fait remarquables, comme l'a rappelé Thomas, mais enfin, c'est assez paralysant. Il suffirait que la France, qui, depuis le départ du Royaume-Uni, est le seul des 27 pays membres de l'Union à être aussi membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU avec droit de veto. Il suffirait que la France dise « Nous sommes en 2021 et plus en 1945 ». Dans le monde tel qu'il est, lorsque un sujet vient au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU, c'est-à-dire une grande crise internationale, un grand choix international à faire, la France mettra son vote à la disposition de la politique étrangère commune de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'avant chaque vote de ce type, la France demandera l'avis, la position de ses partenaires européens et se rangera systématiquement à l'avis de la majorité des membres de l'Union européenne, en se réservant un caveat, comme disent les diplomates, s'il se trouvait que le vote porte sur un sujet qui est d'importance majeure pour la France et totalement mineur pour ses partenaires. Je pense, par exemple, s'il y avait un problème de frontière entre la France et le Brésil ou le Suriname en Guyane, la France se réserverait la possibilité de reprendre en quelque sorte sa pleine liberté de vote. Il suffit d'annoncer cela et instantanément, la politique étrangère européenne voit le jour. Pourquoi? Parce que par définition, tous les sujets très importants se traitent à l'ONU. Et si nous sommes d'accord pour être unis sur les sujets les plus importants, fatalement, ça sera plus facile d'être unis sur les sujets moins importants. Je m'étonne que jusqu'à présent, personne, parmi les personnalités politiques importantes, n'ait évoqué cette éventualité. Mais je trouve que ça pourrait être un sujet, notamment un grand sujet pour la campagne des élections présidentielles l'année prochaine, et en ayant aussi présent à l'esprit la préparation qu'il va falloir un jour engager de la campagne des Européens, des Européennes de 2024. Un certain nombre de positions de ce type permettraient déjà d'avancer considérablement, de déblayer le terrain, de changer l'état d'esprit, de changer les mentalités, sans avoir besoin de rectifier les traités, ce qui naturellement sera nécessaire le moment venu. Mais une fois qu'on aura déjà mis en place suffisamment de pratiques et de méthodes de travail, de façon à faciliter ces changements de traités nécessaires. En attendant, parmi les outils de la boîte à outils que j'évoquais, il y en a un qui est sous-utilisé, qui sont les coopérations renforcées. Dans un domaine qui est de compétences partagées entre l'Union européenne et les États membres, où certains États voudraient faire davantage sans attendre les autres, ils peuvent le faire à l'intérieur des institutions européennes, mais en organisant entre eux les modes de décision, les méthodes de travail qui leur conviennent. Et par exemple, sans s'embarrasser de vote à l'unanimité, s'ils estiment que dans ce domaine, pour avancer, ils n'ont plus besoin de vote à l'unanimité. Un sujet auquel cela pourrait s'appliquer, c'est la politique migratoire, où si certains États européens refusent une politique migratoire commune, tous ceux qui sont en faveur d'une telle politique, sans laquelle il n'y aura aucune efficacité,
doivent pouvoir se lancer en utilisant, par exemple, une coopération renforcée. D'accord, merci beaucoup pour cette analyse. On arrive déjà à la fin de notre visioconférence et je voudrais donner le mot de la fin à Monsieur Orsi. Je sais que vous illustrez aussi sur vos cartes les eurobaromètres et il y a pas mal de questions sur les citoyens européens parmi les questions que nous recevons ici. Donc, je voudrais savoir, est-ce que vous voyez un peu quel message les citoyens européens souhaiteraient donner à l'Europe quand vous analysez les eurobaromètres dans vos cartes? Est-ce que c'est un message plutôt positif? Est-ce que il y a beaucoup d'attentes? Je vous laisse répondre à cette question probablement un peu complexe. Oui, alors évidemment, les enquêtes Eurobaromètre ont l'avantage, c'est que réalisées à une fréquence régulière, elles permettent donc de suivre sur un panel de questions standardisées, justement, les évolutions dans l'opinion, à la fois à l'échelle de l'Union européenne et puis à l'échelle de chaque pays. Alors on peut constater que ce soit sur des sujets politiques, par exemple sur le fait que l'Union européenne soit une bonne chose. Voilà un exemple de question. Pensez-vous à titre personnel que l'appartenance de votre pays à l'Union européenne soit une bonne chose? On trouve bien évidemment une majorité de réponses positives, indépendamment, je dirais, des sujets qui sont abordés. Donc elles conservent malgré tout une image positive, y compris dans les États qui ont vu une montée de l'euroscepticisme ou même de mouvements presque europhobes. Alors, je voudrais en profiter pour partager rapidement, brièvement, comment dire, une carte que j'ai réalisée donc dans le cadre de cet atlas pour tout simplement montrer là aussi la complexité des mécanismes de fonctionnement à l'échelle de l'Union européenne, ici à travers la couleur politique des gouvernements. Alors, c'est une carte qui est actualisée chaque année, même plusieurs fois par an pour le rapport annuel de la Fondation Schuman. Et ce que j'ai pu constater, donc, puisque ça fait 15 ans maintenant que nous réalisons ce rapport, c'est qu'il existe aujourd'hui un nombre pléthorique de formules de gouvernement, quel que soit le pays concerné. La carte politique de l'Union européenne s'est énormément complexifiée. Alors sans doute, c'est la conséquence justement des systèmes politiques eux-mêmes, hein, avec la nécessité d'un impératif démocratique qui oblige justement à trouver des alliances, des compromis au sein des majorités parlementaires. On avait au départ une carte qui était, je dirais, essentiellement rose et bleue, donc avec des pays à gouvernement à dominante socialiste, d'autres à dominante libérale ou de centre droit, on a constaté justement sur une dizaine d'années donc que dorénavant ce sont les gouvernements de coalition qui sont majoritaires, mais avec des formules de coalition qui sont parfois d'une étonnante complexité, avec jusqu'à 5 ou 6 partis qui font partie de la même coalition, avec, on peut imaginer, la complexité des processus de décision. Enfin, comme il en était question tout à l'heure, donc de la relative fragilité de certains gouvernements européens, à la différence des institutions européennes dans le contexte de la crise, on en a eu l'illustration il y a quelques jours seulement avec la démission du Premier ministre de Slovaquie, Igor Matovič, qui avait accepté des livraisons de vaccins russes Sputnik 5 pour son pays, contre l'avis de la Commission européenne qui n'a pas encore validé en tout cas plutôt l'agence sanitaire européenne qui n'a pas encore validé ce vaccin. Donc, il a voulu jouer cavalier seul et il en paye le prix fort. Alors, je dirais non pas en raison de pression qu'auraient pu avoir d'autres États de l'Union européenne, mais tout simplement les partis de sa propre coalition qui se sont désolidarisés, montrant pour cette fois d'ailleurs aussi que justement de jouer cavalier seul, eh bien, ça ne payait pas et que la stratégie de l'Union européenne, la stratégie collective, était sans doute la meilleure, non seulement pour les citoyens slovaques, mais aussi ils ont montré à cette occasion, je trouve, eh bien, la manière de sanctionner ceux qui croient encore qu'en agissant seul dans son coin, alors qu'on fait partie d'un bloc, d'un ensemble, eh bien, que l'on peut en tirer profit. Ici, il voulait relancer sans doute un petit peu sa cote de popularité. Malheureusement pour lui, eh bien, ça n'a pas été la bonne stratégie.
Voilà. Et je voudrais rajouter évidemment que, en tant qu'enseignant, la difficulté à laquelle on est heurté, et c'est un message aussi, c'est que non pas qu'on constate un manque d'intérêt particulier, mais très souvent une absence de curiosité naturelle. J'ai été très surpris, par exemple, de découvrir que les élèves ne savaient pas exactement, alors, indépendamment de savoir quel pays fait partie, ne fait pas partie, tout dépend là, des niveaux concernés, je dirais aussi des franges sociales qui sont concernées, mais tout simplement de certaines réalisations concrètes. Et certains élèves ont découvert justement à cette occasion que les pièces qu'ils utilisaient étaient issues de différents pays, mais la plupart d'entre eux étaient incapables tout simplement d'identifier de quel pays il s'agissait. Donc je me suis prêté un petit peu au jeu en leur demandant de fouiller un petit peu, et je leur dis, mais l'Union européenne, c'est quelque chose de très concret, c'est dans votre quotidien, c'est votre quotidien, vous ne vous en rendez pas compte, c'est souvent une évidence pour vous, mais vous ne le savez même pas, mais justement, ce qui est important, c'est justement, en s'appuyant sur ces cas concrets, montrer à quel point cette réalité est non seulement d'actualité, mais elle est l'actualité, et elle fait aussi partie de notre quotidien. Merci. Et c'est aussi pour ça que nous avons republié cette nouvelle version de l'Atlas pour informer de l'Europe. Il s'adresse aussi à des jeunes, surtout à des jeunes, des personnes qui s'intéressent à l'Europe, qui veulent avoir un outil accessible. Et donc, nous sommes très heureux de pouvoir vous présenter cet atlas aujourd'hui. Et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez vous rendre sur notre site internet. Il est disponible sur notre site. Il est disponible aussi dans les librairies qui sont ouvertes, heureusement, pour l'instant, et sur les sites des librairies, et bien sûr aussi sur les grands sites de vente. Donc, n'hésitez pas à regarder un peu plus en détail cet ouvrage. Et merci beaucoup de nous avoir suivis aujourd'hui. Merci aux intervenants. Merci à l'Institut Open Diplomacy d'avoir organisé cet événement avec nous. C'était un plaisir. Et profitez du beau temps et à bientôt, j'espère. Au revoir. Merci. À bientôt, merci. Au revoir à tous. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir.